Alors un petit mot d'introduction pour vous donner d'abord le cadre de cette conférence. Donc pourquoi cette conférence dans le cadre de notre cycle Le goût de l'avenir que nous avons nommé cette année Apprendre et vivre sa citoyenneté. Donc c'est la 3e conférence et le point de départ a été la prise en compte de la notion de commun. Donc c'est une notion évidemment essentielle pour interroger ce qui fait société, comme on dit. Donc le commun ou le bien commun, c'est ce qui est évidemment profitable à long terme pour l'ensemble des membres d'une société. Donc ça, c'est une définition un peu philosophique, si vous voulez. C'est d'ailleurs une définition qu'utilise François Flao, hein, le philosophe. Mais d'ailleurs, il va un peu plus loin, puisqu'il considère même que c'est aussi ce qui soutient la coexistence des membres de la société. Donc c'est même, on peut même dire que ça va jusqu'à leur être même. Bon, mais plus simplement, disons que les communs ou les biens communs signifient ce qui est finalement l'usage, dont l'usage est commun à tous. Hein, voilà, c'est la définition la plus simple, dont l'usage est commun à tous. Alors ce terme évidemment vient de loin, et donc parmi les origines, hein, on pense que l'origine c'est notamment avec l'apparition de l'agriculture, le besoin de laisser en fait un espace de terre pour, par exemple, couper du bois, pour servir de combustible, ou bien avoir des terres pour chasser, enfin, voilà, donc des terres ou pour faire paître des animaux, donc des endroits qui ne sont pas privés en quelque sorte. Voilà, alors au même titre que d'autres biens communs, vous en connaissez plein, parmi lesquels évidemment il y a les ressources naturelles, il y a l'eau, il y a le sable dont on sait maintenant, enfin voilà, pour lequel on a quelques inquiétudes, puisqu'on craint désormais sa raréfaction, voire sa disparition. Il y a évidemment les semences, et puis il y a aussi le numérique. Donc ça veut dire qu'il y aurait des communs naturels, et puis des communs plus récents qui sont dérivés des nouvelles technologies. Eh bien, nous avons retenu de nous intéresser à la santé, puisqu'on parle de santé publique. Voilà. Et pour le faire, finalement, pour rendre les choses tout à fait concrètes, opérationnelles, eh bien, nous avons retenu un angle finalement qui est très, très discuté, qui est celui de la vaccination, puisque ça fait particulièrement débat. Alors, pour en traiter, nous avons invité M. Daniel Lévy-Bruhl, vous êtes responsable d'unité à la direction des maladies infectieuses de Santé publique France. Hein, donc merci beaucoup pour votre venue. Donc on vous remercie d'avoir accepté de répondre à un certain nombre de questions. Donc déjà, on a eu un échange en amont et puis avec vous, Madame Le Pennec, on a pensé déjà à un certain nombre de questions. Mais donc le but, hein, c'est de mieux comprendre finalement ce qui concerne la vaccination. Et donc notamment, nous vous avons demandé de faire un rappel finalement des mécanismes d'action, appelons ça comme ça, des vaccins, leur impact, ce qui permettra de parler aussi de réglementation et puis des enjeux actuels en termes de vaccination. Donc les informations que vous nous donnerez autour de ça permettront d'ouvrir le débat auquel tout le monde est convié à participer. Et donc débat qui sera animé par Madame Anne Le Pennec. Vous êtes journaliste scientifique indépendante. Et donc merci beaucoup aussi d'avoir accepté cet exercice d'interaction avec vous, le public. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Dr Lévy-Bruhl. Alors vous êtes médecin de santé publique, spécialiste en épidémiologie, qui est la science qui quantifie et étudie les problèmes de santé et les facteurs qui les influencent dans les populations humaines. Vous travaillez à Santé publique France, on l'a dit, qui est l'agence nationale de santé publique sous tutelle du ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je leur précise ici pour qu'on ait tous en tête la casquette avec laquelle vous vous exprimerez tout à l'heure. Et j'ajoute que vous avez accepté d'intervenir ici pour apporter votre éclairage, vos explications scientifiques, historiques, sociétales, en toute transparence sur cet outil de santé publique qu'est la vaccination, pour partager votre expertise à ce sujet, pour alimenter la compréhension et la réflexion de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, et pour dialoguer avec la salle sans a priori, sans tabou.
Alors, ça signifie que vous allez pouvoir intervenir. Voilà comment les choses vont se dérouler. Dans un instant, on fera circuler un micro parmi vous. Donc, c'est Émilie, là, qui a le micro. Vous pourrez lui faire signe. Pour que vous puissiez d'emblée poser vos questions ou faire part de vos attentes. On va noter tout ça. Monsieur Lévy-Bruhl va en tenir compte dans sa présentation dans la mesure du possible et surtout, après, on pourra revenir sur ces points de sorte qu'on puisse couvrir dans la mesure du possible un maximum de questions qui sont les vôtres. Ensuite, vous aurez donc la parole pour une quarantaine de minutes pour votre exposé. Alors, vous nous montrerez notamment comment s'articulent les deux dimensions de la vaccination, individuelle et collective, et en quoi la vaccination peut être considérée comme œuvrant pour le bien commun. Vous reviendrez également sur les étapes qui ont marqué, qui ont jalonné l'histoire de la vaccination et qui est assez éclairante pour mettre en perspective ce qu'on connaît aujourd'hui comme réticence autour de la vaccination ou comme engouement aussi parfois. Et puis dans la dernière partie, on vous redonnera la parole pour réagir sur ce que vous aurez entendu. Peut-être que vous aurez cheminé pendant la conférence et vous aurez d'autres choses à nous dire, puisque vous êtes aussi là pour vous nourrir de ce que vous entendrez de la salle. Alors si ça vous convient, on va démarrer tout de suite. Donc si vous voulez nous dire pourquoi vous êtes là, ce dont vous avez envie d'entendre parler au sujet de la vaccination, vous pouvez prendre la parole. Vous faites simplement signe à Émilie qui est là, qui vous apporte le micro. Et puis si vous n'avez rien à dire tout de suite, vous en faites pas, moi j'en ai des questions, donc on pourra quand même alimenter une première partie de discussion. Donc une question ici. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Oui, je voudrais vous poser une question. En fait, on est quand même tous différents, avec des systèmes immunitaires différents. Enfin, voilà, on est tous différents. Au départ de la vaccination, il me semble qu'il y avait des examens obligatoires pour être sûr que les enfants étaient vaccinables sans problème de santé autre. Je crois me rappeler qu'il y avait albumine, électrophorèse des protéines. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de problématiques et beaucoup de méfiance sur les vaccins d'aujourd'hui, je vois que ces examens n'existent plus. Et on sait malgré tout qu'il y a des enfants qui, suite à vaccination, ont eu des problèmes. Et je me demande pourquoi on a arrêté ces examens. Je crois me rappeler qu'un vaccin met le corps en état inflammatoire, que le système protéine, c'est ce qui permet de lutter contre le terrain inflammatoire, et que si le terrain de protéines n'est pas bon, je ne sais pas comment un enfant pourra lutter contre ce terrain inflammatoire. D'autant que certains médecins ont constaté qu'en vaccinant les enfants avant l'âge de 2 ans, où leur système immunitaire n'est pas terminé, que après ils avaient des gros problèmes de santé, d'asthme, d'otite à répétition, de bronchite à répétition et d'affaiblissement du système immunitaire. Alors vous abordez déjà beaucoup de points, la vaccination chez l'enfant, les précautions qu'on peut prendre, le mécanisme même de la vaccination. Voilà, donc on note tout ça. Il y a une partie des réponses qui seront probablement dans votre exposé, et puis on reviendra sur les autres points. D'autres questions peut-être ? Alors, bonsoir. Avant d'aller plus en détail, est-ce que vous pourrez revenir sur les notions de base ? Comment on en est venu à créer la vaccination et pourquoi ? Vraiment des choses très terre à terre. Merci. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, c'était une de mes questions. J'aurais voulu savoir comment se fait l'évaluation du bénéfice-risque. Quelles sont effectivement quelles sont les méthodes d'évaluation ? Qu'est-ce qui est pris en compte ? Et quand il y a des risques, qu'est-ce qui est pris en compte pour essayer de les limiter ? Vous nous expliquerez peut-être déjà ce qu'est la balance bénéfice-risque et puis comment on prend en compte les risques. Après, j'ai une deuxième question par rapport aux adjuvants.
Il y a le vaccin, que j'ai compris, la matière qui fait réagir l'organisme, et puis il y a aussi des adjuvants, et on parle beaucoup de l'aluminium. Et donc vous voulez savoir ce que c'est qu'un adjuvant et pourquoi c'est utile et quels sont les risques associés. Avant, ce n'était pas l'aluminium. Avant, enfin, je ne sais pas le dater, hein, mais j'ai compris qu'historiquement, ce n'était pas l'aluminium. Depuis un certain nombre d'années, c'est souvent l'aluminium. Et j'ai entendu que l'aluminium ne devait pas migrer et qu'apparemment, on trouve de l'aluminium dans le cerveau. Voilà, enfin, du coup, il y a une problématique sur vaccins adjuvants et les risques de ces adjuvants, indépendamment du risque de la molécule active du vaccin. Donc adjuvant en général, aluminium en particulier. Une autre question là-bas. Oui, je voulais recueillir votre avis sur l'obligation vaccinale, enfin la récente loi sur l'extension de l'obligation à un certain nombre de valences vaccinales supplémentaires. Auparavant, finalement, la couverture vaccinale n'était pas optimale, mais elle n'était pas si mauvaise. Qu'est-ce que l'obligation va changer? Quelle plus-value ça va apporter, avec le risque que j'imagine de susciter la défiance envers les décisions des pouvoirs publics. Donc voilà. Donc la question de l'obligation vaccinale étendue à 18 vaccins 11. Oui, moi je voulais savoir, ça rejoint ça, s'il y a un intérêt médical à vacciner dans le même temps contre plusieurs maladies, par rapport à des vaccins qui agissaient contre quelques maladies ou une seule maladie. Question de l'association des vaccins dans une seule injection. Il y avait une question ici aussi. Oui, Xavier Noël a parlé en introduction de bien commun, de commun. Et je me demandais dans l'histoire comment ça se faisait qu'on avait confié à des entreprises privées finalement la production de ces vaccins et si on pouvait imaginer un jour que ces choses-là redeviennent publiques finalement. Une question ici. Moi, je voudrais qu'on aborde aussi la particularité des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées et quel est le moyen le plus efficace de protéger ces personnes-là. On est bien dans la notion de bien commun, effectivement. Alors, une question là, et puis après on en prendra une dernière, et puis bravo, parce qu'on balaye déjà beaucoup de sujets. Elle rebondit dans la continuité, c'est un enfant non vacciné, je crois qu'il n'a plus accès à l'école, sauf s'il a un problème qui peut justifier. Donc ce serait intéressant de le savoir. Est-ce qu'on peut refuser tout ou partie du vaccin, de la vaccination? Et puis donc une dernière question là-bas, sauf si quelqu'un est très frustré de ne pas pouvoir prendre la parole juste après. Oui, bonsoir. Moi, c'était une question sur la nécessité fondamentale de se vacciner, notamment au regard des... je ne sais pas si c'est la même chose que les antibiotiques, si les virus deviennent ultra résistants au fur et à mesure qu'on se surprotège. Voilà. L'évolution du vivant dans le contexte de la vaccination. Vous aurez la parole aussi tout à l'heure, hein, si vous voulez la reprendre. On va peut-être s'arrêter là. Je vais vous donner la parole pour votre exposé. Et je vous donne le micro aussi. Voilà, merci de toutes ces questions. Je vais essayer d'apporter peut-être pas des réponses définitives, mais au moins quelques éléments de réponse. Et merci pour l'invitation. Moi, vous avez compris, je travaille beaucoup devant mon ordinateur sur mes données qui remontent des médecins, des biologistes pour essayer de mesurer l'importance de chaque problème de santé et dans mon cas, le nombre de cas de maladies infectieuses, vérifier que les politiques vaccinales atteignent leur objectif. Dans mon unité, c'est là aussi que nous suivons la couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion des gens qui sont ciblés par les recommandations qui sont effectivement vaccinés. Et puis nous contribuons à travers la participation à la commission technique des vaccinations à l'élaboration du calendrier vaccinal, donc en fait qui est l'outil de la politique vaccinale en France et qui dit pour chaque âge quels sont le ou les vaccins qui doivent être administrés. Et donc
voilà, c'est un travail un petit peu théorique, et pour moi c'est toujours important de confronter cette théorie avec la réalité des questions qui peuvent vous agiter à juste titre, parce que la vaccination c'est compliqué, ça pose des tas de questions d'ordre scientifique mais aussi d'ordre éthique, hein, vous les avez abordées, d'acceptabilité, de balance bénéfice-risque, donc tout ça c'est des choses qui nécessitent une interaction entre ceux qui sont au cœur de la décision et puis ceux à qui sont destinées la décision, c'est-à-dire vous. Donc j'accepte toujours avec grand plaisir ces invitations à confronter mes connaissances avec ce que ça peut susciter comme questionnement. Alors j'aime pas trop par contre le titre de cette conférence, si je peux me permettre. J'aurais préféré, et ça rejoint une question qui a été posée, parce que je trouve que le principe de précaution, ça ne s'applique pas très bien à la vaccination. Par contre, la balance bénéfice-risque, oui, ça c'est une notion centrale dans la décision vaccinale. Le principe de précaution, c'est un petit peu autre chose que le principe de précaution, c'est quand on est incapable de dire quoi que ce soit sur le niveau d'un risque. En vaccination, en général, pas toujours au tout début, mais on a des estimations de la probabilité de survenue, du bénéfice et du risque, et c'est à partir de là qu'on est capable de faire une politique, même si il peut y avoir un peu d'incertitude, mais c'est très loin du principe de précaution. Mais c'est pas grave. Alors, commençons par le commencement, un petit rappel du principe de la vaccination. Vous le savez, la vaccination, elle est là pour stimuler le système immunitaire. En gros, le mécanisme qu'il y a derrière consiste à injecter le plus souvent ou administrer un microbe ou un virus inoffensif, donc qui a été soit tué, soit atténué pour qu'il ne provoque pas la maladie, mais pour que le système immunitaire l'identifie, le reconnaisse et apprenne à se défendre contre lui pour l'hypothèse où, dans les mois ou années qui vont suivre, le vrai microbe, le vrai virus ou la vraie bactérie contamine cette personne. Et là, le système immunitaire le connaît déjà et a bâti des défenses pour empêcher que cet agent pathogène ne déclenche la maladie. Donc, la même chose dit de manière un tout petit peu plus scientifique. Le principe de la vaccination, il est basé sur ce qu'on sait du fonctionnement du système immunitaire. L'essentiel de la défense d'un organisme humain à l'encontre d'un virus ou d'une bactérie, c'est à travers des anticorps qui vont détruire l'antigène, et donc un virus ou une bactérie, c'est en fait plusieurs antigènes que l'organisme va identifier comme étant étrangers au corps humain. Qu'est-ce qui se passe la première fois qu'un organisme rencontre un nouveau antigène, un virus, une bactérie qui ne fait pas partie du soi? Eh bien, il va synthétiser des anticorps pour se défendre. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, il faut un certain temps pour que cette synthèse d'anticorps, qui est spécifique de cet antigène que l'organisme ne connaît pas encore, il faut un certain temps pour avoir un taux d'anticorps important. Vous voyez, c'est 2-3 semaines pour atteindre un pic. Et puis, c'est pas très élevé comme taux d'anticorps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si, dans un avenir qui peut être en termes de semaines ou de mois ou d'années, le même antigène est présenté à l'anticorps, le même antigène est présenté au corps humain, là, il y a une mémoire de la première rencontre qui fait, et c'est ce que vous voyez ici, que très rapidement, en quelques jours, et avec un niveau de réponse beaucoup plus élevé, l'organisme va sécréter une grande quantité d'anticorps qui vont éliminer le virus ou la bactérie. Donc vous l'avez compris, le principe de la vaccination, c'est que le premier contact soit fait avec un virus ou une bactérie non pathogène pour déclencher ce qu'on appelle la réponse primaire, ce qui fait que lorsque éventuellement la personne rencontrera un virus ou une bactérie, on en soit déjà à la réponse secondaire, taux d'anticorps qui va monter en quelques jours et qui va être suffisamment rapide et important pour détruire le virus ou la bactérie avant qu'il ne déclenche la maladie. Donc voilà en gros le principe de la vaccination. Alors en fait, bien sûr, on n'a pas attendu de comprendre tout ça pour élaborer des vaccins ou faire quelque chose qui se rapproche de la vaccination. Peut-être avez-vous entendu parler de cette première expérience de protection contre des maladies infectieuses qui est l'ancêtre de la vaccination, qui s'appelait la variolisation, puisque en fait, elle était destinée à se protéger de la variole. Alors je réponds un
tout petit peu, enfin en partie, à la question de pourquoi on se vaccine. Pourquoi on se vaccine? Parce qu'il y a des maladies liées essentiellement à des virus ou à des bactéries qui sont redoutables et qui, si on ne s'en protège pas, sont capables de contaminer une grande partie de l'humanité et de déclencher des complications, ne serait-ce que la variole. Certaines formes de variole allaient jusqu'à des mortalités de 30%. D'où le fait que l'humanité a toujours voulu se défendre contre ces agressions, se protéger, empêcher que les enfants ne meurent, et donc à chercher des solutions pour faire que les enfants grandissent sans mourir de la variole, de la rougeole, de la polio, de la diphtérie, du tétanos, qui étaient des maladies, des véritables fléaux infectieux qui en grande partie expliquaient la mortalité infantile extrêmement importante des siècles passés. Donc la première expérience qui ressemble à la vaccination, c'est la variolisation. Et l'idée, c'était de prendre un petit peu du pus d'un sujet qui avait fait la variole. Avec la variole, c'était des gros boutons pustuleux, donc on prenait un peu de pus. Alors il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais en Chine, déjà, depuis très longtemps, ils en faisaient une poudre, et puis ils sniffaient la poudre de pus d'un varioleux, et ça protégeait contre la variole, mais pas à tous les coups. Quelquefois, on mourrait même de la variolisation. Donc c'était encore assez rudimentaire, mais on voyait que ceux qui avaient fait ça, eh bien, quand ils étaient en contact d'un varioleux, eh bien, le plus souvent, ils étaient protégés. Alors la technique s'est améliorée, en particulier avec Jenner, qui est en fait l'ancêtre de la vaccination, parce qu'il avait remarqué que les femmes dont le métier c'était de traire les vaches, et en particulier quand elles étaient au contact des vaches qui avaient une lésion du pis bien caractérisée, eh bien, ces femmes-là déclenchaient très rarement de la variole. Et donc, il a eu l'idée de se dire, il y a peut-être là-dedans, dans cette lésion, quelque chose qui protège contre la variole. Et donc, il a injecté à un enfant du pus prélevé sur le pis, à partir du pis d'une vache, pour essayer de voir si ça marchait dans la vraie vie, en dehors du cas particulier de ces fermières. Vous voyez que ça a déclenché pas mal de réactions. On va parler des craintes des vaccins. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette caricature, vous voyez que ce monsieur qui a été vacciné, il est en train de se transformer en génisse. Donc vous voyez que le mouvement anti-vaccination, il est assez ancien. Bref, toujours est-il qu'après avoir fait cette expérience sur cet enfant, eh bien, il a inoculé la variole, et cet enfant n'a pas fait de variole, il a survécu. Et donc ça a été le début de la vaccination. Pourquoi vaccine? Parce que vaccine, ça vient du latin vaca. Vaca, ça veut dire vache. Donc vaccination, ça fait référence à l'histoire de la vaccination, et donc l'histoire de la vaccination contre la variole, et de cette technique qui s'est diffusée très rapidement et qui a été donc la première expérience de vaccination de masse. Comme vous le savez, l'étape ultérieure qui a marqué l'histoire de la vaccination, c'est bien sûr Pasteur, avec l'histoire de la première vaccination, un peu la même histoire que Jenner, mais au lieu d'être la variole, c'était la rage dont il s'agissait, avec là aussi une expérimentation, dont beaucoup ont dit que c'était très risqué, mais comme vous le savez, ça a marché. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un enfant mordu par un animal enragé a survécu. Et il a survécu grâce à la vaccination inventée par Pasteur. Et là, la différence avec Jenner, c'est que, au lieu que ce soit purement expérimental, observationnel, c'est-à-dire j'ai remarqué que les femmes au contact des pis des vaches ne développaient la variole, lui, il avait conçu un modèle théorique d'agents pathogènes qu'il fallait atténuer pour induire une première réponse immunitaire qui allait protéger. Donc c'était déjà un peu plus scientifique que l'expérience de Jenner. Et puis à partir de là, donc à partir du moment où Pasteur a jeté les bases de ce qu'est la vaccination, comme vous le savez, et on en parlera parce que ça peut effectivement faire peur, le développement des vaccins a été exponentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de maladies qui sont extrêmement fréquentes, qui sont extrêmement sévères et qui tuaient. Et donc l'idée qu'il y a eu derrière, c'est pas d'embêter les petits-enfants en les vaccinant à tire-larigot, c'est de les empêcher de mourir de maladies infectieuses très sévères. Et donc pour toutes les maladies pour lesquelles il y avait un besoin, eh bien, les scientifiques, les industriels, on parlera pourquoi les industriels, ont essayé de développer des vaccins pour essayer d'éviter des morts ou des séquelles évitables. Et donc maintenant, on a effectivement un très gros arsenal de vaccins à notre disposition. Alors, il y a vaccin et vaccin, c'est important, on ne va pas aller dans le détail, on ne va pas faire de la science un petit peu trop approfondie, mais c'est quand même important que vous ayez à l'esprit, j'ai simplifié, disons les deux grandes catégories de vaccins.
L'idée, comme vous l'avez compris, c'est d'atténuer un agent pathogène pour qu'il déclenche la réaction immunitaire sans déclencher la maladie. En gros, c'est ça le vaccin. Et donc il y a deux manières de faire ça. Soit on prend le virus, en général des virus, et on l'atténue, c'est-à-dire on fait en sorte qu'il soit un peu KO, qu'il ne soit pas capable de provoquer une maladie, mais encore suffisamment vivant pour se répliquer, pour se multiplier dans l'organisme humain, comme le ferait le vrai virus. Et c'est ça qu'on injecte. Alors ça a l'immense avantage que le virus qui est atténué, que vous mettez dans un vaccin et que vous administrez à un petit enfant, eh bien il va se multiplier comme si c'était un vrai virus. Il ne va pas rendre l'enfant malade, mais il va quand même se multiplier, ce qui fait que vous avez besoin d'une toute petite quantité de virus au départ, puisque de toute façon il se multiplie tout seul dans l'organisme. Par contre, donc ça c'est un avantage, c'est très proche de la vraie maladie, à la différence donc que ça ne la provoque pas, mais ça reproduit un peu la maladie. L'inconvénient de ces virus qui sont vivants, comme on dit, eh bien, c'est qu'on ne peut pas les administrer à tout le monde, en particulier les gens qui ont un système immunitaire qui ne marche pas bien, des gens qu'on appelle immunodéprimés. On ne peut pas leur administrer ces vaccins parce que dans ce cas-là, la réplication du virus, c'est-à-dire sa multiplication, ne serait plus contrôlée et ça peut déclencher des maladies. Donc chez des sujets qui ont un système immunitaire qui marche bien, les virus vivants atténués, c'est la meilleure solution. Il y a d'autres types de vaccins. En gros, on peut dire les vaccins tués, c'est-à-dire on n'administre pas le virus ou la bactérie qui est encore vivant, même s'il est un peu KO. On le tue, soit avec la chaleur, soit avec le formol, soit même on prend juste une toute petite partie du virus ou la bactérie, comme ça on est sûr que ça ne pourra jamais provoquer la maladie. Mais c'est cette partie que le système immunitaire va reconnaître. C'est ça qui est important. Il faut identifier un antigène, c'est-à-dire quelque chose qui, injecté à l'organisme, va être considéré par l'organisme comme un corps étranger et va déclencher des anticorps dont on sait que ces anticorps vont protéger la prochaine fois. Et donc après, il y a plein de techniques, on ne va pas rentrer dedans. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de contre-indications. Même les personnes immunodéprimées peuvent recevoir un petit bout d'antigène, ça va rien déclencher. Quand il s'agissait des vaccins, des bactéries ou des virus entiers, et non pas des petits bouts simplement bien purifiés, quelquefois il y a des effets secondaires très gênants. Et donc c'est de moins en moins utilisé. De plus en plus maintenant, on utilise non pas des bactéries entières ou des virus entiers tués, mais des petits bouts qu'on a identifiés comme étant ceux qui sont intéressants pour stimuler l'immunité. Mais l'inconvénient, et ça va répondre à une question, c'est que c'est ce qu'on appelle, nous, très peu immunogène. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réplication, ça ne se multiplie pas. Vous injectez un tout petit minuscule bout de bactérie, il n'y a que ça dans l'organisme. Et puisqu'il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas la bactérie entière. Et donc, pour stimuler la réponse immunitaire, il faut rajouter quelque chose qui va réveiller le système immunitaire, qui va l'alerter en disant « Ah, là, il y a une petite bactérie, il va falloir que tu te réveilles et que tu ailles le chercher et déclencher une réponse avec des taux d'anticorps qui vont être suffisants pour que la prochaine fois, ça marche. » Et ça, c'est ce qu'on appelle un adjuvant. Donc, si on n'avait pas d'adjuvant pour ces types de vaccins, ça ne marcherait pas. Ça serait comme si on administrait de l'eau distillée. Alors, dans les vaccins, il y a toujours les deux dimensions, le bénéfice, mais le risque. Et donc, comme vous l'avez compris, la difficulté de la décision en matière de vaccination, c'est de faire la balance entre les deux, de savoir jusqu'à quel niveau de risque est-ce que ça vaut le coup de vacciner. Et donc, il faut bien connaître les risques des vaccins avant de le décider. Et donc, les risques des vaccins, on les connaît bien. On peut les catégoriser en plusieurs types de risques. Il y a d'abord les réactions inflammatoires liées à la vaccination. Vous l'avez mentionné, un vaccin, ça va générer une inflammation. Mais c'est ce qu'on veut. C'est l'inflammation qui est le début de la réaction immunitaire. S'il n'y a pas d'inflammation du tout, il n'y aura pas de réaction immunitaire, donc il n'y aura pas de protection. Mais ce qu'on veut, bien sûr, c'est une réaction inflammatoire contrôlée. En fait, ce qu'on veut, c'est une réaction inflammatoire locale. Ce qu'on veut, c'est qu'au point d'injection, il y ait plein de cellules du système immunitaire qui vont venir et qui vont déclencher la réaction sans que le corps entier soit perturbé. Donc, il y a quand même des réactions inflammatoires locales. Vous l'avez tous l'expérience, pour vous-même, pour vos enfants. On a mal au bras pendant quelques jours, c'est rouge, c'est gonflé, c'est tendu. Eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que le système immunitaire, il s'est réveillé. Il est en train de travailler. Donc voilà, il faut le prendre du bon côté. C'est pas grave, c'est incommodant, je vous l'accorde, mais c'est plutôt bon signe, ça prouve qu'il se passe quelque chose. Autre chose qui est là, moins sympathique, parce que c'est pas ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont des allergies à la vaccination. Souvent d'ailleurs, c'est pas des allergies à l'antigène, c'est des allergies à ce qu'on est obligé de mettre dans le vaccin pour qu'il marche. Ça peut être l'adjuvant, mais ça peut être des choses qui sont indispensables pour la production du vaccin et pour lesquelles, de temps en temps, il y a des gens qui sont allergiques. Alors,
La plupart et l'immense majorité des réactions allergiques liées au vaccin ne sont pas graves du tout, elles sont très très ponctuelles, elles ne vont pas durer longtemps. On le sait, il y a des réactions très sévères qui sont un peu ce qui se passe quand vous êtes allergique aux piqûres de guêpe et que vous vous faites piquer par une guêpe, on le sait, hein, ça peut être très grave. Donc pour les vaccins, c'est pareil, ce qu'on appelle un choc anaphylactique, ça existe. Tous les médecins, tous les infirmiers qui vaccinent ont de quoi traiter un choc anaphylactique, enfin, sauf si c'est des gens qui ne font pas correctement leur métier. Et quand on a ce qu'il faut, c'est-à-dire sa seringue d'adrénaline, eh ben, il n'y a pas de problème. C'est exceptionnel, c'est moins de 1 cas par million de sujets vaccinés, mais ça existe. Après, vous l'avez compris, les vaccins vivants, ils sont un peu plus difficiles à manier. On va voir, il y a quelques effets secondaires qui sont spécifiques des vaccins vivants. Et puis, il y a quelquefois des réactions auto-immunes à la vaccination qu'il faut connaître. Donc, je reviens quelques minutes sur les adjuvants. Vous l'avez compris, je pense, les adjuvants, c'est nécessaire quand c'est des vaccins qui ne sont pas vivants. Un vaccin vivant, il n'a pas besoin d'adjuvant, il est son propre adjuvant, il se multiplie tout seul. Un vaccin qui ne se multiplie pas, il ne sert à rien s'il n'est pas adjuvé. Et donc, il faut ça pour initier la réponse inflammatoire qui va susciter le fonctionnement du système immunitaire. Pourquoi ? Parce que quand on inactive, quand on tue, quand on détruit une bactérie ou un virus, on détruit également les antigènes qui vont susciter la réaction immunitaire. Ils sont inactivés eux aussi, d'où le fait qu'on est obligé de les remplacer par des adjuvants. Alors, des adjuvants, il y en a beaucoup. Il faut savoir que les sels d'aluminium qui aujourd'hui, en France en particulier, font un petit peu peur, c'est l'adjuvant qui est utilisé partout dans le monde, depuis 1927. Donc, ça ne vous suffit peut-être pas comme argument, j'imagine qu'on y reviendra. Sachez que chaque année, il y a plus de 100 millions d'enfants qui reçoivent des vaccins à base de sel d'aluminium. Donc, si c'était nocif, je pense qu'on aurait fini au bout de presque un siècle de s'en apercevoir. Donc voilà, ça ne suffit peut-être pas pour vous rassurer, mais sachez que les sels d'aluminium, c'est le meilleur adjuvant dont on dispose. C'est celui qui est utilisé partout dans le monde, dans tous les pays et pour tous les enfants, puisque tous les pays du monde vaccinent. Ils n'atteignent pas toujours 100% de couverture, mais voilà, c'est l'adjuvant universel. Je vous ai dit que les vaccins vivants, on pouvait quelquefois avoir des mauvaises surprises. Je vous cite très rapidement ce qui peut arriver. Le BCG, chez un sujet, un enfant qui a une immunodépression à la naissance, ça peut faire des complications, on le sait. Le vaccin polio, il y a 2 vaccins, un vivant, l'autre tué. On n'utilise plus que le tué en France depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas le vivant. Parce que dans de très 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 rares cas, comme c'est un vaccin qui continue à se multiplier, il peut redevenir virulent, c'est-à-dire que le phénomène d'atténuation peut être réversible. C'est exceptionnel, c'est là aussi moins de 1 enfant par million, mais nous on préfère un vaccin tué en France où c'est 0, puisqu'il n'y a pas le virus, il y a juste un tout petit bout du virus, donc ça on sait que ça ne peut jamais rien faire. Vaccin rougeole, je terminerai là-dessus sur des exemples de balance bénéfice-risque. Le vaccin contre la rougeole, bon, il a des effets secondaires, on le sait. Ça peut faire une toute petite rougeole. Donc, des enfants qui ont reçu le vaccin contre la rougeole peuvent faire une petite éruption dans la semaine qui suit la vaccination. Quand c'est la maladie, ben, c'est toujours 100%. La maladie rougeole, elle n'est pas aussi bénigne que beaucoup de gens le pensent. Et dans un cas sur 2000, ce qui est quand même beaucoup, elle peut déclencher une encéphalite. Le vaccin, on n'a jamais été capable de montrer qu'il y avait le moindre risque d'encéphalite après la vaccination rougeole. Il y a un effet secondaire qui est réel de la vaccination rougeole, on le sait, on peut même dire avec quelle probabilité c'est. C'est ce qu'on appelle la thrombopénie, c'est un mécanisme auto-immun. C'est des anticorps qui sont produits contre les plaquettes sanguines. Les plaquettes, c'est ce qui permet la coagulation du sang. On sait que le vaccin peut le déclencher, on l'a estimé, selon les études, dans 1 cas sur 30 000 à 50 000, ça dépend des études, mais elles sont toutes à peu près dans ce même ordre de grandeur, enfants vaccinés. OK, ça c'est embêtant. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si on ne vaccine pas un enfant, il risque de faire la rougeole, et que cette même complication, elle advient également en cas de rougeole, et beaucoup plus fréquemment, puisque dans un cas de rougeole sur 5 000. Donc entre les deux, je préfère un cas sur 30 000 qu'un cas sur 5 000. Donc ça, c'était le côté risque. Et puis le côté bénéfice, il est bien sûr extrêmement important. Alors on n'a pas d'aussi belles données que les États-Unis, donc je ne peux pas vous faire un tableau avec l'épidémiologie, c'est-à-dire le nombre de cas de certaines maladies à prévention vaccinale avant le début de la vaccination et maintenant. Donc j'ai repris les données américaines. Vous voyez que pour toutes ces maladies pour lesquelles on vaccine largement, que ce soit aux États-Unis, en France et dans la plupart des pays du monde, le nombre de cas
avant la vaccination, ça se comptait selon les maladies en milliers ou en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, et qu'aujourd'hui, à part pour la coqueluche, et si on a le temps, je vous expliquerai pourquoi, et un tout petit peu pour la maladie Haemophilus influenzae, on n'a pratiquement plus de cas. On a réduit, vous le voyez dans la dernière colonne, de presque 100%, puisqu'on a presque éliminé ces maladies qui étaient des maladies extrêmement fréquentes. Et je ne vous ai pas mis dans cette diapositive les décès, mais c'est des maladies qui ont été choisies comme étant des cibles de la vaccination parce que c'était des maladies qui tuaient. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat aux États-Unis? Et je vous montrerai quand même quelques données françaises. Eh bien, on est arrivé à ce résultat grâce à la double dimension, et j'arrive un peu au corps du sujet d'aujourd'hui, aux double dimension de la vaccination. Protection individuelle, vous avez compris comment, en gros, on va stimuler le système immunitaire en faisant synthétiser des anticorps, mais aussi dimension collective. Alors, la dimension individuelle, on l'a vu, et par exemple, on peut l'illustrer avec ce qui se passe pour le tétanos. Le tétanos, c'est une maladie qui n'est pas transmissible. Le tétanos, vous le savez, on peut l'attraper en se blessant si dans la terre, il y a du tétanos qui va rentrer dans la plaie. Donc il y a vraiment la seule manière d'être protégé contre le tétanos, c'est d'être vacciné, d'avoir des anticorps, puisque ce n'est pas quelqu'un qui va vous la passer. Même si vous vivez dans une population où tout le monde est vacciné sauf vous, si vous vous blessez, vous pourrez attraper le tétanos. Il n'y a pas de protection liée à l'environnement, c'est vraiment très individuel. Et grâce à la vaccination, eh ben, vous voyez, le tétanos a quasiment disparu en France. On voit presque plus de tétanos. Les seuls cas qu'on voit, c'est des sujets âgés qui sont non ou mal vaccinés. C'est des retraités qui n'ont pas fait leur rappel depuis des années et des années, qui se mettent à jardiner et qui attrapent le tétanos. Ce n'est pas beaucoup de cas. Hein, on en a identifié 108 en une dizaine d'années. Donc voilà, en gros, c'est un peu moins de 10 cas par an maintenant, mais c'est un peu idiot. Il y a quand même 30% des gens qui en meurent. C'est un peu idiot de mourir du tétanos alors qu'on a un vaccin qui est extrêmement efficace et pour lequel, alors celui-là, il n'y a aucun effet secondaire et c'est vraiment idiot. Et puis on a identifié quand même 3 cas de tétanos dans les années récentes chez des enfants qui avaient échappé à la vaccination. Alors qu'on a 99, quelque chose % d'enfants qui sont vaccinés. Les très rares enfants non vaccinés, vous voyez qu'ils ont un risque de tétanos, hein, parce qu'il y en a eu 3. Parmi les exceptionnels enfants qui échappent, puisque c'était obligatoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, quand on n'est pas vacciné, on est à risque de faire un tétanos. Hein. Il y en a un qui a passé 3 semaines en réanimation et qui a failli y rester. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, puisque le médecin a été condamné pour faux certificat, etc. Et non. Celui de Tours, non, je vous assure qu'il n'était pas vacciné. Je connais exactement tous ses résultats biologiques. Je peux vous assurer qu'il n'était pas vacciné. Donc ça, c'est la dimension individuelle. On vaccine, on induit des anticorps, la personne est protégée. Alors ça ne marche pas à 100%. Hein. Je ne dis pas que tous les enfants vaccinés vont être protégés, mais en gros, ça marche très bien. Et puis il y a la dimension collective sur laquelle, effectivement, je voudrais qu'on passe un tout petit peu de temps. Pour la comprendre, c'est assez simple. Si vous êtes vacciné, non seulement vous allez vous protéger vous-même, c'est quand même le premier objectif de votre vaccination ou celle de votre enfant, mais également vous allez protéger les autres. Comment vous allez protéger les autres? Eh bien c'est simple, si vous êtes vacciné et que vous attrapez vous êtes au contact d'un virus, par exemple disons un virus de la rougeole, eh bien ce virus va être détruit par vos anticorps. Il ne va pas se multiplier chez vous. Donc vous n'allez pas être capable de contaminer quiconque, puisque vous n'allez pas avoir plein de virus de la rougeole dans votre organisme. Quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui rencontre un cas de rougeole, il va être contaminé, il va avoir plein de virus de la rougeole dans la gorge, et dès qu'il va respirer, il va disséminer l'atmosphère avec. Le sujet vacciné, il a beau être en contact avec un cas de rougeole, pas de virus de la rougeole dans son haleine, dans ses éternuements, puisque les anticorps l'ont détruit. Ce qui veut dire que les personnes qui vont vivre au milieu d'un environnement où l'essentiel des sujets sont vaccinés, ne vont pas rencontrer de cas qui sont susceptibles de les contaminer, puisque autour d'eux, il n'y a presque que des sujets vaccinés qui, même s'il y avait un peu de virus de la rougeole qui circule, ne sont incapables de l'excréter. Et donc, un enfant non vacciné qui vit au milieu d'une population vaccinée ne rencontrera pas le virus de la rougeole. Alors que s'il le rencontrait, il serait malade. Pourquoi? Parce que les autres font barrière autour de lui. Donc, tant qu'il reste dans cet environnement où il y a plein de sujets vaccinés autour de lui qui vont être une barrière, qui ne vont pas le contaminer puisque eux-mêmes ne sont pas contaminés, eh bien cet enfant est protégé. Donc vous voyez que la vaccination permet de protéger des sujets qui n'ont jamais été vaccinés. Alors je ne sais pas jusqu'où c'est quelque chose qui peut illustrer ça, mais moi j'aime bien cette animation qui essaie d'illustrer la double dimension collective de la vaccination. Donc au début, dans le tableau du haut,
vous avez une population qui n'a jamais été vaccinée, qui n'a jamais rencontré un nouveau virus. Donc il y a un virus qui arrive, c'est les deux petits bonhommes rouges, ils sont malades. Ils sont malades et c'est un virus contagieux, donc vous voyez que si on attend un petit peu, eh bien, toute la population va être malade, parce que petit à petit, tout le monde s'est contaminé. Ça peut prendre un certain temps, mais ça finit comme ça. Dans le deuxième cas de figure, on introduit un vaccin, et puis une petite proportion de la population est vaccinée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a nos deux mêmes malades qui arrivent avec leur virus, eh bien, ils vont contaminer presque tout le monde, sauf les sujets vaccinés. Si le vaccin marche bien, ils sont protégés. Donc là, c'est la dimension purement individuelle de la vaccination. Je ne suis pas vacciné, je vais être contaminé. Je suis vacciné, je suis protégé. Et puis dans le troisième cas de figure, on a beaucoup de vaccins, la population demande parce que c'est une maladie grave. Vous voyez que la couverture vaccinale est très élevée. Il y a plein de petits bonhommes verts, presque tout le monde est vacciné. Ces deux malades arrivent, et qu'est-ce qui va se passer quand on regarde au bout du compte, après plusieurs semaines? Eh bien, ces trois malades, ils sont toujours là, mais les sujets qui étaient non vaccinés, mais qui n'avaient jamais fait la maladie, ils ne vont toujours pas avoir fait la maladie, ils ne sont pas devenus rouges. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au contact avec les rares cas de maladie. Autour d'eux, ils sont protégés par la barrière des non-vaccinés qui ne leur ont pas transmis la maladie. Il n'y en a qu'un, ici. Celui-là, il n'a pas eu de chance. Celui-là, il était suffisamment près. Vous voyez, ce petit bleu, il était suffisamment près du rouge pour avoir été contaminé. Mais ce petit bleu, il était protégé par tous les verts autour. Il n'y a pas eu de transmission qui l'a atteint. D'accord? Donc ça, c'est la dimension collective de la vaccination. Celui-là, il n'est pas vacciné, mais il est protégé. Et donc, si la couverture vaccinale est suffisamment élevée, dans le cas de figure que je vous ai montré, il n'y a plus personne à contaminer, puisque autour de chaque cas, il n'y a que des sujets vaccinés, la maladie s'arrête. S'il n'y a pas de réservoir animal, si la seule source de maladie, c'est l'homme, au bout d'un moment, si vous avez 3 cas dans votre population, mais qu'autour, il n'y a que des sujets vaccinés, quand il guérit, il a passé le virus à personne et la maladie disparaît. Donc c'est comme ça que on sait, on l'a expérimenté, que la vaccination permet d'éliminer la maladie quand la couverture vaccinale est suffisamment élevée. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Et on a des démonstrations. Alors je prends des choses françaises cette fois-ci. Ça, c'est les méningites à Haemophilus influenzae petit b. C'est une maladie que vous ne connaissez pas bien. C'est une maladie qui touche les nourrissons. On avait environ 600 cas de méningite chez le nourrisson par an. C'est une maladie redoutable, avec plus de 10% des enfants qui en mouraient, 20 à 30% qui en gardaient des séquelles. Moi, j'ai fait un peu de pédiatrie, j'en ai vu. Quand on les voyait arriver, on se disait, mon Dieu, on croisait les doigts parce qu'on savait que ce n'était pas gagné. Il n'y en a plus. Le pédiatre, il n'en voit plus. Pourquoi? Parce qu'en 92, on s'est mis à vacciner tous les nourrissons contre cette maladie. Et vous voyez, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, ça a disparu. C'est un vaccin qui marche extrêmement bien. Et la couverture vaccinale a été d'emblée très élevée puisqu'il a été associé au vaccin obligatoire. Donc 97% des enfants ont été vaccinés à partir de 93. Et les pédiatres, ils ne voient plus de méningite à Haemophilus. La polio, vous le savez ou vous ne le savez pas parce que c'est une maladie que tout le monde a oubliée. Mais la polio, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans le monde. Il n'y a plus que 2 pays où il y en a parce qu'on n'arrive pas à vacciner les enfants. C'est l'Afghanistan et le Pakistan. Vous comprenez facilement où sont les difficultés pour atteindre les villages reculés de ces 2 pays. Mais sinon, elle a disparu de tous les pays. Et on pense que si on arrivait à résoudre les problèmes politiques qu'il y a derrière l'atteinte de ces 2 derniers pays, on pense qu'on pourrait éradiquer la variole, c'est-à-dire faire complètement disparaître de la surface du globe le virus de la polio, comme on l'a fait avec le virus de la variole, qui a complètement disparu grâce à la vaccination. Il faut bien avoir en tête sur cette dimension collective de la vaccination qu'elle est fragile, elle est transitoire. Il faut bien comprendre que c'est parce qu'un enfant vit dans un milieu où tous les autres enfants sont fait vacciner qu'il est protégé indirectement. Et j'ai toujours en tête cette expérience dramatique quand je suis arrivé à Santé publique France, qui s'appelait avant le Réseau national de santé publique. Il se trouve que par hasard, quelques semaines après mon arrivée, j'ai eu l'information, puisque tout ça nous remonte, d'une famille qui était partie à Katmandou. C'était une famille de 4, donc 2 enfants. C'était une famille anti-vaccination, donc les enfants n'étaient pas vaccinés, malgré le fait que le vaccin contre la diphtérie était obligatoire. Eh bien, les 2 enfants ont fait la diphtérie là-bas, à Katmandou, parce que là-bas, il n'y avait plus d'immunité collective. Là-bas, comme il n'y avait pas de vaccination,
beaucoup d'enfants portaient la bactérie, à la différence de la France, où ils étaient protégés parce qu'il n'y avait plus personne pour les contaminer. Eh bien, un des 2 enfants est mort et l'autre, bon, il a survécu, mais il aurait pu mourir aussi. Hein. Donc voilà, c'est les limites aussi de reposer sur le fait que les autres se vaccinent. Et puis donc ça c'est la limite de la protection indirecte. Et puis bien sûr, s'il n'y a pas suffisamment de sujets vaccinés, eh bien, on peut aussi voir réapparaître la maladie. Si je prends l'exemple de la diphtérie, donc vous voyez ce qu'était la diphtérie en France, près de 50 000 cas au lendemain de la guerre. On se met à vacciner au lendemain de la guerre. Vous voyez que la diphtérie a complètement disparu en France. Les seuls cas qu'on identifie, parce que bien sûr on les recherche avec beaucoup d'attention, c'est des cas importés, c'est-à-dire des enfants qui arrivent avec leur diphtérie, qui viennent de pays où il y a encore de la diphtérie, et autour d'eux, on n'a jamais eu de transmission en France. C'est-à-dire qu'ils ne contaminent jamais des cas français, parce qu'avec 99% de couverture vaccinale, eh bien, il ne peut pas y avoir de cas secondaires. Donc ça, c'est magnifique. C'est magnifique, sauf que c'est toujours fragile. Alors ça, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est un exemple vrai. Hein. Ce n'est pas des données que j'ai inventées, c'est la réalité de ce qui s'est passé en Ukraine au moment de l'effondrement de l'URSS. Ils avaient des couvertures vaccinales excellentes, hein, comme en France. Presque tous les enfants étaient vaccinés. De toute façon, vous imaginez, à l'URSS, on ne rigolait pas avec ça. Hein. Il fallait que tous les enfants soient vaccinés. 1990, le système sanitaire s'effondre. Une épidémie de diphtérie qui a fait des dizaines de milliers de cas, des centaines et des centaines de morts, parce qu'il n'y avait plus de vaccination. Le système de santé ne marchait plus. Plus près de nous, pas dans le temps, mais au moins dans l'espace, un épisode un petit peu similaire. J'insiste sur ces données parce que ça montre à quel point... tant qu'on vaccine, les maladies ne sont plus là, mais dès qu'on relâche la pression, elles ne demandent qu'à revenir à partir du moment où elles sont dans le reste du monde. Et donc, cette idée que c'est plus la peine de vacciner parce que ces maladies ont disparu, c'est une mauvaise manière de raisonner. C'est parce qu'on continue de vacciner qu'elles ne sont toujours pas là. Mais dès qu'on baisse la garde, elles reviennent. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Ici, c'est la vaccination contre la coqueluche. Donc ça, c'était le nombre de cas de coqueluche chaque année. Et ça, c'est la couverture vaccinale en rouge. 80% des enfants étaient vaccinés. Il y avait encore un peu de coqueluche, mais enfin, vous voyez, il y avait encore un peu de coqueluche, mais enfin, pas tellement que ça. Et puis en 80, émotion dans les médias sur les dangers de la vaccination coqueluche. Est-ce que la vaccination coqueluche, ça ne déclenche pas des affections neurologiques définitives, panique. Donc la couverture vaccinale s'effondre. 30% des enfants sont vaccinés contre la coqueluche parce que les médecins et les familles ont peur. Vous voyez qu'il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la coqueluche revienne. Dizaines de nourrissons qui sont morts de coqueluche à cause de cette recrudescence liée à la diminution de la couverture vaccinale. Des études ont permis de montrer qu'il n'y avait pas de lien entre la vaccination coqueluche et les encéphalopathies. Et donc la couverture vaccinale est repartie. C'est intéressant même de noter que après cet épisode, les enfants étaient encore mieux vaccinés qu'avant. Vous voyez que la couverture vaccinale, elle est plus de 90%, alors qu'elle était que de 80% avant, et la coqueluche a redisparu, ou presque disparu. Donc ça, c'est quand on baisse la garde alors que la couverture était bonne, mais il y a aussi la situation où elle n'a jamais été bonne. Donc ça, c'est la situation de la rougeole en France. On a une couverture vaccinale qui est insuffisante en France. Vous voyez que c'est très hétérogène. Les départements qui sont en jaune, c'est les données de 2008. Vous allez comprendre pourquoi je montre des données un peu anciennes. Vous voyez qu'ici, on a moins de 85% d'enfants vaccinés. Donc il y avait chaque cohorte d'enfants, de 15% d'enfants qui n'étaient pas vaccinés parce que les parents ne voulaient pas les vacciner, en particulier dans le quart sud-est de la France. Et bien ça, bien sûr, ça n'a pas manqué. On a eu, comme vous le savez certainement, une énorme épidémie de rougeole à partir de 2008, avec plus de 25 000 cas notifiés. Moi, j'ai reçu sur mon bureau 25 000 fiches envoyées par des médecins avec un cas de rougeole certifié par un médecin. On a fait une étude, en fait, il y en a eu probablement au moins 2 fois plus, donc 50 000 cas de rougeole, alors que cette maladie elle aurait pu complètement disparaître de France si on avait eu une couverture vaccinale suffisamment élevée. De manière non surprenante, plus c'est foncé sur cette diapositive, plus il y a eu de cas. On voit bien que plus la couverture vaccinale était faible, vous vous rappelez, le quart sud-est était jaune, plus il y a eu de cas. Ça confirme que c'est bien l'insuffisance de la vaccination qui est à l'origine de cette épidémie. Et donc, quand on regarde un petit peu le bilan, donc je vous ai parlé des 25 000 cas. Si on rajoute ce qui s'est passé depuis 2011, on en est à plus de 27 500. Et quand on regarde ce que ça donne en termes de complications,
Parce que la rougeole, bon, c'est pas, si on en guérit, bah, c'est un mauvais souvenir, mais c'est pas dramatique. Par contre, bah, quelquefois, ça se passe pas bien. On a eu plus de 1650 pneumonies hospitalisées, et puis surtout une quarantaine d'encéphalites, et 23, alors maintenant 24, puisqu'il y en a eu un nouveau en 2019, personnes qui sont décédées. Et pour revenir à la dimension collective, c'est important de noter que, en gros, la moitié des décès qui sont survenus chez des sujets immunodéprimés. Ce n'est pas parce que la moitié de la population française est immunodéprimée, c'est parce que le risque de mourir de la rougeole quand on est immunodéprimé est beaucoup plus important que quand on est en bonne santé. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ait la moitié des décès chez ces personnes. Mais ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que la dimension collective de la vaccination, là on est au cœur de la dimension altruiste, de solidarité citoyenne de la vaccination. Ces sujets, ces 12 sujets qui étaient en général pas des enfants, mais des jeunes adultes, immunodéprimés, ils ne pouvaient pas se vacciner. Ils ne pouvaient pas, eux, éviter d'être contaminés, de faire des complications, de mourir. La seule manière dont on aurait pu, nous, collectivement les protéger, c'est en se vaccinant bien pour ne pas les contaminer. Seule l'immunité indirecte, l'immunité collective, l'immunité de groupe aurait permis d'éviter ces drames. Et donc, globalement, tous ces décès, tous ces cas auraient pu être évités. Tous ceux qui sont survenus chez des sujets non vaccinés alors qu'ils auraient dû être vaccinés, ben, ils auraient été évités s'ils avaient été vaccinés. Et tous ceux qui sont survenus chez des sujets qui ne pouvaient pas être vaccinés, donc j'ai parlé des sujets immunodéprimés, j'aurais pu aussi inclure les nourrissons de moins de 1 an, puisqu'on ne vaccine qu'à partir de 1 an. On aurait pu aussi éviter ces cas, ces complications et ces décès si on ne les avait pas contaminés en étant nous-mêmes vaccinés. Donc voilà, la rougeole est un bel exemple de cette dimension individuelle. On se protège, on se vaccine pour se protéger soi-même. On est d'abord égoïste, mais on est aussi altruiste en disant en me protégeant, je vais peut-être éviter d'être celui qui va contaminer ou qui va contaminer quelqu'un, qui va contaminer quelqu'un, qui va contaminer un sujet immunodéprimé qui va mourir de sa rougeole. 5 minutes. Donc je termine avec quelques données sur le contexte actuel de la vaccination en France. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le baromètre santé. C'est une étude qu'on mène régulièrement qui permet de suivre quelle est la perception par la population française de la vaccination. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est rouge. Alors ici, c'est 2000. Ici, c'est 2005. Où on avait moins de 10% de la population de vous qui disaient, c'est des adultes, qui disaient être défavorables à la vaccination. Et puis, il y a eu cette fameuse campagne de vaccination H1N1 qui a jeté beaucoup de discrédit sur la vaccination. Vous voyez que dans l'enquête qu'on a fait immédiatement après, 40% de la population se disait défavorable à la vaccination. 40%. C'est mieux maintenant. Vous voyez, si on ajoute ces deux parties rouges, c'est en gros un quart, 25%. Mais c'est énorme, 25% de la population qui se dit défavorable à la vaccination. Et quand on regarde géographiquement, on retrouve que c'est essentiellement le quart sud-est où il y a la plus forte proportion, ce qui est en rose, c'est ce qui est moins bon, où il y a la plus forte proportion de la population qui se dit défavorable à la vaccination. Et on arrive à ce résultat. Alors pourquoi est-ce que la population française se dit défavorable ? Eh bien, beaucoup d'enquêtes l'ont montré, je montre juste cette diapositive. C'est essentiellement par peur des effets secondaires et les quelques remarques ou questions que vous avez mentionnées, pour certaines, confortent ce diagnostic. Sur cette diapositive, c'est une étude qui a été menée à l'échelon mondial avec 160 pays. Et plus c'est foncé, le rouge, plus la proportion de la population qui dit qu'elle pense que les vaccins ne sont pas sûrs, que les vaccins sont dangereux, est importante. Et vous voyez que la France, c'est le pays qui ressort. C'est le seul pays au monde dans lequel il y a plus de 40% de la population qui pense que les vaccins sont dangereux. Donc vous voyez qu'on était dans une situation un petit peu critique. Et ça, c'est tout récent, c'est 2016. Et puis, dans cette même enquête baromètre santé dont j'ai parlé, on voit bien que la perception de la population sur les risques liés aux maladies infectieuses, grâce à la vaccination ou à cause de la vaccination, ça dépend comment on voit les choses, elle a beaucoup changé. Aujourd'hui, les gens, et vous peut-être, vous n'avez plus peur des maladies infectieuses. Vous n'avez plus peur que votre enfant il attrape la polio, il meurt de la diphtérie, il meurt d'un tétanos. Pourquoi ? Parce que ces maladies, elles ont disparu. Et donc, vous dites que ça ne vaut plus la peine de vacciner. Mais bien sûr que si, il faut vacciner, parce que si vous arrêtez de vacciner, ces maladies, j'espère vous avoir convaincu, elles sont à nos portes, elles ne demandent qu'à revenir. Pourtant, quand on demande à la population française « Qu'est-ce que vous feriez demain si la vaccination diphtérie, tétanos, polio n'était plus obligatoire ?» Eh bien, vous avez 13%, vous voyez, c'est pareil, c'est toujours en rouge, 13% des parents qui répondent « Oh ben non, je pense que je ne ferai plus vacciner mon enfant ». Ça, ce genre de données, ça suffit pour
expliquer pourquoi est-ce que la ministre de la Santé a dit « je ne peux pas lever l'obligation vaccinale, je ne peux que l'étendre ». On a une couverture pour les vaccins obligatoires qui est excellente, mais si je la lève, elle va chuter. Peut-être pas de 13%, mais elle va chuter. Donc je vais voir revenir la diphtérie et le tétanos, pas la polio, parce qu'il n'y a plus beaucoup de virus dans le monde, comme je vous l'ai dit. Et puis on a des maladies pour lesquelles le vaccin n'est que recommandé et pour lesquelles on n'arrive pas à atteindre des niveaux de couverture qui empêchent le virus de circuler avec des dizaines de milliers de cas de rougeole. D'où la décision d'étendre les obligations vaccinales. Et ça, c'est illustré dans cette diapositive. Hein, des couvertures vaccinales très élevées pour les vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, les vaccins qui étaient déjà obligatoires, ou ceux qui sont dans la même seringue. Donc, en fait, vous n'avez pas le choix. Et je sais que ça énervait beaucoup, mais on ne pouvait pas souscrire à l'obligation vaccinale diphtérie, tétanos, polio et ne pas se vacciner ensemble en même temps contre la coqueluche. Mais moi, de mon côté, je peux comprendre que ça vous posait problème, mais j'étais content parce que ça veut dire que tous les nourrissons étaient protégés de la coqueluche, et moi je crois que c'est bien, et de l'hémophilus influenzae, hein, je vous ai dit, les 600 méningites par an. Et puis les autres vaccins qui étaient recommandés, vous voyez, il y avait en gros 9 enfants sur 10 qui étaient vaccinés, ou 8 enfants sur 10 pour certains, pour la maladie méningococcée qui étaient vaccinés, et donc ces maladies continuent à circuler, des enfants ou des adultes continuaient à être contaminés, à faire des complications ou à en mourir. Et bien ça, je pense que ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Et je pense que la ministre a eu raison, d'ailleurs ce n'est pas la ministre, c'est les parlementaires, hein, puisque c'est une loi votée au Parlement, ont eu raison de dire on ne peut pas continuer à voir mourir et à compter, puisque moi mon métier c'est de compter, moi j'en peux plus de compter les cas de rougeole et de compter les cas d'encéphalite et les cas de personnes qui meurent de rougeole. Voilà. Si. Ah ben je compte. Ah non, mais les bureaux d'à côté, c'est les cas de cancer. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Et donc, voilà le calendrier de vaccination qui est celui d'aujourd'hui, avec tous les vaccins qui sont obligatoires et qui sont ceux qu'on donnait avant. Hein, j'insiste, hein, je terminerai là-dessus, qui sont ceux qu'on donnait avant. Il n'y a eu aucune modification du calendrier vaccinal en 2011. Ce qui a changé, c'est le statut réglementaire des vaccins. En 2018. Les gens ont cru qu'on allait rajouter 11 vaccins, etc. Non, c'était ce qu'on faisait toujours. Mais on les faisait qu'à 8 enfants sur 10 ou à 9 enfants sur 10. Et nous, on dit, eh ben non, il faut les faire à tous les enfants. Eh ben, si la société n'est pas encore suffisamment convaincue de ça, eh bien, il y a une étape qu'on espère durer le moins longtemps possible, qui est celle de l'obligation vaccinale. Et ça marche, l'obligation vaccinale. On a déjà des toutes premières données qui montrent, vous voyez, pour le pneumocoque, on est maintenant à 99,4% d'enfants qui sont vaccinés. Pour l'hépatite B, on est maintenant à 98% des enfants qui sont vaccinés. Là, c'est un vaccin qui est donné plus tard, donc on n'a pas encore tout le bénéfice, mais on a gagné 5% pour le vaccin hexavalent. Pour le méningocoque C, on a gagné en une année 36%. On est passé de 39% d'enfants vaccinés contre le méningocoque C à 76%. Eh bien, moi, je suis content. Ici, on avait, ça c'est le nombre de cas d'infection à méningocoque C qu'il y avait en 2016. En gros, on avait en moyenne sur 2012-2016, chez l'enfant, 12 cas, en moyenne, 12 infections à méningocoque C qui survenaient. Et c'est une infection très sévère, avec des enfants qui meurent, et quand ils ne meurent pas, ils sont amputés, ils sont sourds, ils sont débiles à vie. C'est pas rien, ça. Eh bien, grâce à la vaccination et à l'obligation vaccinale, en 2018, on n'en a eu plus que 4 au lieu de 17, et les 4, c'était des enfants non vaccinés. Donc voilà, ça marche, la vaccination, quand on est sérieux. Et bien sûr, l'idée, c'est ce qui est très déplaisant, et je vous l'accorde, je suis le premier à être d'accord avec ça, ce qui est très déplaisant, c'est l'obligation. C'est pas, voilà, aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'est pas content d'être obligé de passer par une obligation pour que les enfants soient vaccinés. Bien sûr, nous, à Santé publique France et le ministère, on se dit, on n'a pas envie que ça soit juste par obligation que les gens se vaccinent ou vaccinent leurs enfants. On a envie qu'ils soient convaincus, qu'ils retrouvent confiance dans la vaccination. Je suis convaincu, mais vous me direz si j'ai raison, je suis intéressé d'avoir votre point de vue, que la prise de position très forte de la ministre, du corps médical en faveur de la vaccination, qui était quelque chose dont plus personne n'osait parler, et les médecins et vous-même, vous étiez peut-être un peu perdus. Je pense que d'avoir réaffirmé l'importance de la vaccination, je pense que d'avoir dit c'est tellement important que ça devient obligatoire, je pense que c'est quelque chose qui rassure. Ça a rassuré les médecins, ça a rassuré beaucoup de familles. Et si vous n'êtes toujours pas rassurés, je vous invite à aller sur le site qu'on a construit, qui est un site dans lequel on essaye de répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir,
Donc, je vous donne l'adresse ici. L'adresse, c'est ce qui figure ici, vaccinationinfoservice.fr. C'est un site qui vous est destiné, dans lequel on essaye de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur les vaccins, sur la vaccination, dans toutes ses dimensions pratiques, juridiques, scientifiques. On a l'impression que ça répond à un besoin d'information qui était très certainement insuffisamment fait, puisque depuis mars 2007, où on a ouvert ce site, on a eu plus de 6 millions de gens qui sont venus chercher des informations. Donc je pense que ça répond à une demande. On est d'accord sur le constat qu'il y avait un déficit de communication et d'information. On essaye, en même temps que cette obligation qu'on espère temporaire, répondre à toutes les interrogations, lever les doutes et faire que la confiance revienne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, dans un instant, on va vous donner la parole. Je voudrais juste que vous nous précisiez peut-être la nuance entre obligation et recommandation, mais pourquoi, pendant longtemps, on a eu ces deux notions-là concomitantes dans le calendrier vaccinal ? Oui, c'est une très bonne question, effectivement. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, on a fait une étude qui était extrêmement intéressante là-dessus. Les vaccins recommandés n'étaient pas moins importants que les vaccins obligatoires, et c'était même le contraire, sincèrement. Les vaccins obligatoires étaient obligatoires parce qu'au moment où ils ont été inventés, où ils ont été rendus disponibles, c'est-à-dire au milieu du siècle dernier, en gros entre les années 20 et 50, oui, pour la disponibilité, l'État a considéré que c'était son devoir de faire en sorte que tout enfant soit protégé. Et donc l'obligation à cette époque-là, ce n'était pas pour obliger les gens, parce qu'il y avait très peu de... Il n'y avait pas de réticence. Je vois très bien quelle famille aurait dit « je ne veux pas que mon enfant soit vacciné contre la polio ». C'était vraiment... ou contre la diphtérie, parce que là, les gens, ils connaissaient, tout le monde connaissait quelqu'un qui avait la polio ou une famille qui avait perdu un enfant de diphtérie. Donc l'obligation, ce n'était pas la coercition, c'était un engagement de l'État. Et puis, quand le temps a passé, dans les années 80-90, quand des nouveaux vaccins sont arrivés, l'État s'est dit, et évidemment il s'est trompé, ça y est, j'ai un système de santé qui marche, les vaccins, ils sont pas chers, remboursés, disponibles partout, donc j'ai plus besoin de les rendre obligatoires, les gens vont y aller d'eux-mêmes, les services de santé sont accessibles, et donc il suffit de les mettre dans le calendrier et tout le monde va y aller. Et d'où l'idée que les nouveaux vaccins ne sont que recommandés. Mais ça induit une difficulté, c'est que beaucoup de gens, encore récemment, se disaient moi je vaccine mon enfant contre la diphtérie, tétanos, polio parce que c'est obligatoire, mais les autres, je ne vaccine pas parce que c'est louche, il y a anguille sous roche. Si c'était des bons vaccins, s'ils étaient aussi importants que ça, s'ils n'étaient pas dangereux, l'État les aurait rendus obligatoires. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il doit avoir peur. Vous voyez ? Et ça, nos études l'ont bien montré. Donc la coexistence dans le calendrier vaccinal de vaccins qui, pour des raisons purement historiques, étaient obligatoires et de vaccins plus récents qui n'étaient que recommandés, créait la confusion et faisait croire que certains étaient facultatifs. Or, d'un point de vue médical, c'est beaucoup plus important de vacciner un enfant contre le pneumocoque, contre le méningocoque, que de vacciner contre la polio, alors comme je vous l'ai dit, il y a pratiquement plus de virus de la polio sur la surface de la Terre. Et donc on avait 100% pratiquement de couverture contre la polio, mais on avait 10% d'enfants ou 20% d'enfants qui n'étaient pas vaccinés contre le méningocoque, alors que ça tue. Donc voilà un peu la raison pour laquelle il fallait se débarrasser de ce double statut des vaccins. Il fallait qu'ils soient tous recommandés, mais vous avez compris pourquoi est-ce que ce n'est pas le choix qui a été fait, ou tous obligatoires, mais pas entre les deux. Et vous nous avez expliqué tout à l'heure très bien que le tétanos conférait une protection individuelle. Pour autant, dans le DTP, elle est associée à deux maladies pour lesquelles la vaccination confère une protection collective. Alors du coup, je reprends un petit peu la question qui était dans la salle tout à l'heure, des choix d'associer différentes maladies dans la même injection. On pourrait imaginer que des gens sensibles à l'argument collectif souhaitent se faire vacciner contre les maladies contagieuses. Mais pas contre le tétanos, par exemple. Alors, comment oui, se fait cette association-là? J'entends, on pourrait pousser la logique en disant une protection purement individuelle, c'est le choix de chacun. Et qu'une vaccination qui a une dimension collective, là, on peut comprendre que l'État intervienne. Je ne sais pas. Sincèrement, c'est une question éthique, hein, ce n'est pas à moi de répondre, je n'ai pas de certitude, mais je me dis quand même, je me dis plusieurs choses, à vrai dire. Je me dis que c'est quand même le rôle de l'État, me semble-t-il, la santé c'est un bien commun dont l'État est responsable, c'est quand même le rôle de l'État de s'assurer que ces enfants ne meurent pas du tétanos. Il me semble, même si il n'y a pas la dimension collective,
On a un vaccin extrêmement efficace. Alors celui-là, en termes de sécurité d'emploi, il n'y a aucun doute. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va prétendre que le vaccin contre le tétanos, il a des effets secondaires, à part local pendant quelques heures. Et donc je pense que l'État est un peu dans son rôle, même s'il n'y a qu'une dimension individuelle, en disant, voilà, non, il faut vacciner vos enfants contre le tétanos, parce que le choix individuel, ok, mais il ne s'agit pas du choix du nourrisson, il s'agit du choix de ses parents déjà. Donc ça pose quand même des questions, de savoir jusqu'où un parent, alors là c'est un peu une discussion un peu philosophique, hein, jusqu'où un parent peut choisir de ne pas protéger son enfant. Donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, je vais essayer de répondre à une question qui a été posée sur pourquoi est-ce qu'on met tant de vaccins dans la même seringue. Pour moi, enfin, je sais pas, j'ai du mal à adopter la logique inverse. Si moi j'ai eu des enfants, si un médecin m'avait dit, écoutez, voilà, il y a 11 maladies qui sont graves pour lesquelles il y a des vaccins. Vous avez le choix. Soit je mets les 11 vaccins dans la même seringue, alors malheureusement ce n'est pas possible, mais supposons que ce soit possible, je ne le vaccine qu'une seule fois, et il sera protégé contre les 11 et il n'y aura qu'une injection, soit je lui fais 11 injections. Vous préférez 11 injections à une? Donc l'idée que tous les gouvernements ont développé et ont poussé les industriels, c'est de dire réduisez le nombre d'injections, c'est agréable pour personne, et essayez, tant que ça ne nuit pas à l'efficacité et à la sécurité des produits, de réduire le nombre d'injections en les combinant dans une même seringue. Et c'est ce que les industriels essayent de faire. Alors justement, je reprends la question, pourquoi est-ce que ce sont des industriels, des entreprises privées qui produisent les vaccins? Alors, avant, il y avait des établissements publics qui produisaient des vaccins. En France, Pasteur, au Danemark, un institut public, en Norvège, il y en avait aussi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, et il y a même de moins en moins d'instituts privés, enfin de firmes qui fabriquent des vaccins. Il n'y en a plus que quelques-unes, ça se compte maintenant presque sur les doigts d'une main. Pourquoi? Parce que produire des nouveaux vaccins, surtout inventer des nouveaux vaccins, c'est des coûts monstrueux de développement, c'est 10 ans au moins de développement, c'est un investissement à risque, parce que rien ne garantit, quand on a une idée d'un nouveau vaccin, qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, après avoir mené des gros essais, on va pas s'apercevoir qu'il y a un taux d'effet secondaire qui fait qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment du capital risque que seul le privé, malheureusement, est capable d'entreprendre. Aucun État au monde, aujourd'hui, ne se lance plus dans la production de vaccins. Et je vous dis, il n'y a que quelques énormes multinationales qui, aujourd'hui, ont les épaules assez solides pour prendre le risque de développer un nouveau vaccin. J'en veux juste comme exemple le vaccin contre la dengue. Vous avez peut-être lu ça dans les journaux. Sanofi Pasteur, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille là-dessus. Il a dépensé des sommes monstrueuses sur ce vaccin. Il espérait bien sûr un gros retour sur investissement. Il ne faut pas se cacher les yeux. Hein. Il a dépensé plus d'1 milliard d'euros sur ce vaccin qui s'est avéré être un flop, parce que finalement, il n'est pas bon, ce vaccin. Quel État aurait pris le risque de dépenser des sommes folles pour finalement, au bout du compte, se retrouver avec un produit dont personne ne veut? On le comprend très bien pour des nouveaux vaccins, mais pour des vaccins qui ne bougent plus et qui sont conçus, je pense à la diphtérie ou à la coqueluche, on n'a pas la même nécessité d'investissement et de recherche-développement sur ces vaccins-là. Non, c'est vrai. Là, on pourrait être sur de la production de routine. Oui. Ils sont largement amortis. Mais comme on le sait, ils sont maintenant tous dans des combinaisons vaccinales qui fait que ça n'a pas de sens, ça ne serait pas du tout rentable de construire une usine pour produire juste du diphtérie. Qui a envie de vacciner son enfant contre la diphtérie seule, alors qu'avec une injection faite par le laboratoire privé d'à côté, on le vaccine contre 6 maladies en même temps? Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est un vrai souci, parce que les ruptures de stock de vaccins, elles sont l'illustration de l'oligopole, du fait qu'il n'y a plus que pour l'essentiel des vaccins qui sont dans le calendrier vaccinal, on est à la merci des industriels. Il y a quelquefois même qu'un seul industriel qui le produit. Donc s'il a la moindre difficulté, et il faut bien voir, un vaccin, c'est extrêmement difficile à faire. C'est de l'alchimie, c'est de la biologie, c'est pas comme un médicament, hein, c'est pas de la poudre. Inerte, et même déjà sur les médicaments, quelquefois la mauvaise surprise, mais il y a de moins en moins de firmes qui veulent faire des vaccins parce que c'est très compliqué, et nos sociétés, et c'est logique, et les agences réglementaires, c'est-à-dire celles qui accordent les autorisations sur le marché, sont devenues tellement exigeantes en termes de sécurité, on veut que les effets secondaires soient vraiment réduits le plus possible, que le coût des contrôles, que les tailles des essais cliniques qu'on impose aux firmes fait que la plupart ont jeté l'éponge. Donc on est dans une dimension extrêmement compliquée. On veut être de plus en plus sûr que les vaccins dont on dispose sont irréprochables,
Mais ça a un coût, non seulement en termes de durée du développement, ça encore, bon, on peut attendre quelques années de plus, mais le prix à payer, c'est qu'il y a de moins en moins de firmes qui sont intéressées en disant « moi, je ne fais plus de vaccin parce que voilà, je cours un trop gros risque qu'on me dise votre vaccin n'est pas assez bon, vous avez un taux d'effet secondaire qui est un peu trop élevé, donc on ne vous l'achète pas ». Et donc, on est à la merci de quelques industriels qui continuent. Et je ne dis pas qu'ils ne font pas de l'argent dessus, hein. Parce qu'il y a des bénéfices. Je ne dis pas qu'ils font ça pour nos beaux yeux, hein. Ce n'est pas des humanistes, hein, les producteurs de vaccins. On est bien d'accord. Mais c'est un marché extrêmement difficile et qui attire de moins en moins de monde. On est bien au cœur de la question du bien commun, avec cette question sur qui produit les vaccins. On va reprendre donc des réactions. Attends, il y a peut-être des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Dans la salle. Peut-être, non? Vous voulez pas que j'aille Alors, répondre? on peut peut-être effectivement reprendre les quelques questions du début. Je me souviens. Oui, enfin, je peux vous dire, oui, il y a une question qui n'a pas été traitée, c'est effectivement la question des examens préalables. Ah oui, les examens préalables. Oui, c'est vrai qu'avant, on faisait des examens préalables. Pourquoi? Parce qu'on avait peur des effets secondaires, on avait peur des complications chez certains sujets. Alors, il y a deux choses. Il y a certains vaccins qui justifiaient des examens préalables ont disparu, parce qu'ils n'étaient pas assez bons, donc on a arrêté de les utiliser. Et donc, il n'y a plus besoin de rechercher l'albumine, parce que c'était un vaccin particulier pour lequel il y avait une contre-indication s'il y avait une maladie rénale. Donc il fallait être sûr que la personne qu'on vaccinait n'avait pas de maladie rénale, mais ce vaccin, on l'a mis à la poubelle depuis longtemps, donc il n'y a plus aucune raison de rechercher de l'albumine dans les urines avant de vacciner, c'était uniquement pour ce vaccin qu'on le faisait. Et puis quand même, sincèrement, les vaccins d'aujourd'hui, parce qu'on est passé d'une vaccination, d'une industrie un peu artisanale, un peu empirique, à des choses beaucoup plus sophistiquées, des vaccins extrêmement purifiés, et donc on s'est aperçu au fil du temps que il n'y avait plus besoin de vérifier que la plupart des vaccins, et en tout cas tous les vaccins qui sont dans le calendrier vaccinal du nourrisson, on peut les administrer à tous les nourrissons. Il n'y a pas besoin de faire de screening avant. Ça ne veut pas dire que certains nourrissons ne vont pas mal réagir, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'effets secondaires des vaccins, hein. Attention. Je dis que la réponse, elle est variable. Il y a des enfants qui vont être très bien protégés, d'autres moins bien. Il y a des enfants qui vont très bien réagir sans aucun effet secondaire, qui n'auront même pas de douleur au bras, même pas de rougeur. D'autres qui vont avoir des réactions plus ou moins importantes. Ça, c'est vrai, mais on est incapable de le prédire de toute façon. Donc on pourra faire tous les examens biologiques qu'on veut. Personne n'est capable aujourd'hui d'expliquer pourquoi tel enfant va crier après un vaccin pendant 2 heures parce qu'il aura eu mal et un autre enfant va sourire même pendant qu'on le vaccine parce qu'il n'a rien senti. C'est complètement inconnu. Donc ça, c'est pas la peine d'essayer de dire qu'il faut screener parce qu'on n'a aucun élément. Peut-être qu'un jour, on sera capable de faire de la vaccination à la carte. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à un horizon extrêmement lointain. Et donc, non, il n'y a plus de raison de chercher l'albumine. C'est des vaccins qui n'existent plus parce que les vaccin coqueluche aussi, c'était un vaccin qui donnait beaucoup d'effets secondaires. Et ben, il a disparu, hein. Ça n'a aucun intérêt non plus. Aucun intérêt non plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait par prudence, parce qu'on n'avait pas les données scientifiques pour expliquer. Et donc, on voulait s'assurer que la personne n'était pas immunodéprimée, donc on voulait être sûr qu'il y avait des immunoglobulines. Maintenant, on sait quels sont les vaccins pour lesquels il peut avoir un danger. C'est les vaccins vivants, c'est le BCG. Donc celui-là, on a repoussé sa date pour être sûr de faire un diagnostic s'il y a un déficit immunitaire. Mais pour les autres, on sait qu'il n'y a aucun problème. La science a quand même beaucoup évolué. Sincèrement, alors vous pouvez le faire, parce que c'est un site public, ça s'appelle PubMed. Ça recense toutes les études publiées dans le domaine médical. Il n'y a pas de domaine où il y a autant de publications, moi je n'arrive pas à suivre, que les vaccins. Tout le monde travaille sur les vaccins parce que c'est un domaine passionnant, parce qu'il y a plein de questions. Est-ce que c'est efficace? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas anticipés, qu'on découvre une fois qu'on a vacciné un grand nombre de sujets? Tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, les scientifiques sont extrêmement intéressés par la vaccination. Ce qui a un côté très rassurant, c'est que quand un vaccin ne marche pas bien, eh ben, on s'en aperçoit. Quand un vaccin a des effets secondaires plus que ce qu'on pensait, eh ben, on s'en aperçoit assez vite et on peut prendre les mesures qui s'imposent. Donc tout ça est extrêmement surveillé. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de mauvaise surprise. Il y a eu avec un vaccin H1N1, on a eu des mauvaises surprises avec des effets secondaires auxquels on ne s'attendait pas du tout. Ça a mis quelques mois à être découvert. Voilà, ça on joue toujours un tout petit peu à l'apprenti sorcier avec un tout nouveau vaccin. Mais sincèrement, les vaccins qui sont dans le calendrier vaccinal du nourrisson, on n'a vraiment aucun doute qu'on va découvrir un jour qu'ils sont dangereux. Ça vraiment, je vous dis, c'est des centaines de millions d'enfants qui sont vaccinés avec ces vaccins. Donc et avec des pays, alors tous les pays n'ont pas mis en place des systèmes de surveillance des effets secondaires performants, mais certains l'ont fait.
Et donc on peut se reposer sur ces pays qui suivent ça de manière extrêmement attentive. Et en France, on commence à pas être mauvais, sincèrement. Peut-être une autre question du début qui n'aurait pas été traitée. Elles ont. Oui, alors vous en avez un peu parlé de l'aluminium, vous avez peut-être un mot à ajouter? Oui, parce que effectivement c'est un sujet qui fait peur. Alors il y a une équipe française qui a soulevé l'hypothèse que l'aluminium qui était dans le vaccin pouvait avoir des effets secondaires. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas. Pour l'instant, on en est au stade de l'expérimentation chez la souris, qui pour l'instant n'a jamais donné de résultats concluants qui permettent d'accuser les sels d'aluminium. L'hypothèse qui est avancée par cette équipe, c'est que dans une toute petite proportion de la population, mais ce sont des adultes, il pourrait y avoir un facteur génétique qui ferait que ces gens-là ne seraient pas capables d'éliminer l'aluminium qu'il y a dans les vaccins et que ça finirait par migrer dans le cerveau. Pour l'instant, c'est purement des hypothèses. En tout cas, chez l'enfant, il n'y a pas de sujet. Chez l'enfant, il n'y a pas de myofasciite à macrophages. La moyenne d'âge des cas qui ont été répertoriés par cette équipe, c'est 45 ans. On ne parle pas du nourrisson. Donc très clairement, et ça a été fait à une époque où on vaccinait beaucoup. On a vacciné énormément contre l'hépatite B. On vaccinait tous les 10 ans contre le tétanos. Aujourd'hui, on est beaucoup plus raisonnable. On a arrêté de vacciner contre l'hépatite B des gens qui n'en avaient pas besoin. On fait des rappels tous les 20 ans. Et à mon avis, il n'y a plus aucun problème. Alors, on va reprendre une ou deux réactions. Alors, il y en a une au fond. Et puis oui, ça concerne aussi la question des adjuvants. En fait, moi, j'ai pas trop compris pourquoi on est passé des virus, des vaccins avec virus vivants avec ceux avec adjuvants. Voilà. J'ai compris qu'il y avait une partie de la population immunodéprimée qui ne pouvait pas être vaccinée, mais du coup, pourquoi on n'a pas continué à vacciner avec les virus vivants pour ceux qui pouvaient supporter ce vaccin-là? Voilà. J'aimerais bien avoir l'éclairage là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la question des effets secondaires liés aux adjuvants qui fait débat. Oui. Enfin, sincèrement, elle fait débat dans la société, elle ne fait pas vraiment débat dans le monde scientifique. Sincèrement. À part une équipe qui continue à penser qu'elle tient un sujet de recherche important, la communauté des immunologistes mondiaux dit qu'il n'y a pas de sujet. Alors, pour répondre à votre question, selon que c'est un virus ou une bactérie, on ne va pas faire le même type de vaccin. En général, quand c'est des virus, on préfère faire un vaccin avec des virus atténués parce que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus efficace. Ça dure beaucoup plus longtemps, ça protège pas aussi bien que la maladie naturelle, mais un virus vivant, un vaccin à virus vivant, c'est mieux qu'un vaccin tué parce qu'on n'a pas besoin d'adjuvant, il est son propre adjuvant et le système immunitaire est super bien stimulé et ça fait des bonnes protections. Mais quand on vaccine contre des bactéries, ça ne marche pas. Et donc pour les bactéries, la plupart des vaccins, on était obligé, même si de temps en temps il y a des exceptions à ce que je dis, mais pour les bactéries, on était obligé de faire des vaccins tués. Et là, qui dit vaccin tué dit adjuvant. Pour autant, je me permets d'insister, du coup, pour les vaccins contre les virus, pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à utiliser le virus atténué? Si j'ai bien compris la question, c'était pourquoi est-ce qu'on ne mixe pas les deux pour obtenir le meilleur de chacune des techniques? Si, pour la plupart des vaccins qu'on a contre des virus sont des vaccins atténués. Ah oui. Alors, pas la polio. Pourquoi pas la polio? Il y a deux vaccins, il y a un vaccin vivant et un vaccin tué. On a préféré le vaccin tué, qui est un peu moins efficace, certes, parce qu'on ne veut pas de ce risque, même de 1 cas pour 1 million, en fait c'est même moins d'1 million, c'est 1 cas pour 2 à 3 millions de vaccinés, que le virus qui était atténué au départ redevienne virulent et donne une polio. Les États-Unis, ils ont dit, nous on reste sur ce vaccin vivant, parce qu'il est plus efficace. Ils sont arrivés à cette situation que moi je trouve un peu absurde. Ils n'avaient plus de polio. Les seuls cas de polio qu'ils ont eu pendant des années, c'était les polios dus au vaccin. Jusqu'à ce qu'ils disent, ça c'est plus acceptable. C'était aussi des questions économiques, parce que vous imaginez les sommes qu'ils versaient aux familles quand il y avait un accident lié à une polio chez un enfant vacciné. Donc maintenant, ils sont revenus au vaccin tué. Mais nous, on a dit, non, c'est pas, on a les deux vaccins, même un risque de 1 pour 1 million ou de 1 pour 2 millions, si on peut l'éviter, évitons-le. Évitons-le. Donc, une réaction ici.
et puis une derrière, et puis on va... Oui, la question que je me posais, c'est sur les sels d'aluminium. Les études, je crois que c'était le professeur Gérardi qui a voulu faire cette étude, mais il n'a pas eu les fonds nécessaires pour faire cette étude. Donc évidemment, on ne trouve pas les inconvénients des sels d'aluminium, mais si l'étude n'a pas été financée, c'est difficile de le trouver. C'est pas tout à fait vrai, je connais bien le sujet. Je peux vous dire que le professeur Gérardi est un des uniques chercheurs qui a bénéficié de financement public. C'est un des chercheurs en France qui a été financé directement par le ministère de la Santé. Des études sur la myofascite à macrophage. Ce n'est pas forcément ce qu'il raconte haut et fort, mais c'est la vérité. Ouais, donc moi j'avais une réaction par rapport au fait que vous dites qu'il n'y a plus d'organismes publics qui fabriquent les vaccins. C'est qu'à un moment donné, il y a quand même eu un choix. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est à un moment donné, il y a eu un choix politique, je sais pas, de dire que ce sera plus l'Institut Pasteur ou je ne sais quoi, que ce sera confié aux firmes privées. Après, que les firmes privées aient des problèmes de rentabilité, de recherche, mais il y a un moment donné, c'est un choix politique de confier en dehors de la sphère publique. C'est pas quelque chose on aurait pu faire d'autres choix. Enfin, on aurait pu imaginer qu'on puisse faire d'autres choix. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport aux effets bénéfiques de la campagne de vaccination obligatoire, etc. Comment on est sûr qu'on comptabilise bien, on recense bien tous les effets secondaires? Parce que autant on sait voir ceux qui sont vaccinés et qu'on attribue bien ce qui peut se passer après une vaccination au vaccin, ou qu'on ne dit pas que c'est attribué à quelque chose. Enfin, en gros, comment on est sûr que le recensement il est fiable? Parce que sinon, on peut dire n'importe quoi. C'est une question très importante. Alors, aucun pays, quand je dis que les vaccins sont surveillés, aucun pays au monde n'a la prétention de dire qu'il comptabilise correctement les effets secondaires des vaccins. D'accord? Les effets, parce qu'il faut aller un peu plus profondément. Les vaccins ont des effets secondaires. On les mesure avant même la mise sur le marché, et on sait que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour le vaccin X, dans 15% des cas, il va y avoir de la fièvre ou des maux de tête. D'accord? Et puis, c'est dans le dossier, et puis l'agence du médicament va dire « Ok, il est suffisamment efficace pour qu'on considère que 15% des gens qui vont faire un épisode de fièvre après, ça ne remet pas en cause la balance bénéfice-risque. » Puis ce vaccin, il est commercialisé, il est utilisé. Bien entendu, ça n'a pas grand intérêt de vouloir vérifier que sur les millions de doses qui sont utilisées, on va connaître individuellement toutes les personnes qui ont fait de la fièvre après ce vaccin. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On sait qu'il y en aura 15%, pas de problème. De temps en temps, on fait des études pour vérifier que ce n'est pas passé à 25, etc. Mais on n'a pas besoin chaque jour de vérifier qui a fait de la fièvre après ce vaccin. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on ne connaissait pas et qui sont potentiellement graves, qu'on n'a pas vu dans les essais cliniques, parce que les essais cliniques, c'est des milliers ou des dizaines de milliers de sujets. Si un effet secondaire très grave qui survient dans un cas sur 100 000, ça sera passé au travers du dispositif de surveillance avant la mise sur le marché. Ce qu'il faut, c'est qu'au moment où on se met à vacciner à grande échelle, on s'aperçoive qu'il y a un effet secondaire rare, mais grave, qui survient. Vous êtes d'accord? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas de comptabiliser les enfants qui ont la peau un peu douloureuse et rouge pendant quelques heures après vaccin. On s'en fout, on le sait, et on assume. Ce qu'on veut, c'est des effets secondaires qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est toute la logique de la pharmacovigilance. On veut identifier quelque chose de nouveau et qui potentiellement remet en cause la balance entre les bénéfices et les risques. Et donc la logique, ce n'est pas de compter et d'avoir tout, parce que ça n'existe pas. Dans aucun pays du monde, 100% des médecins vont prendre du temps à dire « j'ai vacciné cet enfant et il a eu la fièvre le lendemain ». Vous imaginez, allez voir votre médecin et demandez-lui s'il serait prêt à le faire, il vous rira au nez, bien sûr que non, il y a autre chose à faire que ça. Donc c'est complètement illusoire. Par contre, ce qu'on veut, c'est que s'il y a le moindre doute sur quelque chose d'anormal, quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui est un peu grave, qu'ils nous le disent. Donc c'est ça la pharmacovigilance. Et donc le boulot de la pharmacovigilance, c'est de regarder continuellement, est-ce qu'au-delà des fièvres après vaccination, il y a tout d'un coup des choses nouvelles, où plusieurs médecins, alors qu'on ne s'y attend pas, on dit, bah, tiens, c'est bizarre, 15 jours après une vaccination, j'ai un sujet qui a présenté une maladie un peu grave, qui a été hospitalisé. Ça, on veut le savoir.
Et c'est ça la pharmacovigilance. Et donc c'est ça que les pays mettent en place, quelquefois même de manière encore plus forte, où on fait des registres, où on appelle les médecins pour être sûr qu'ils n'ont rien trouvé. Mais donc ça, c'est plus actif. Mais même le truc passif de dire, tant que c'est des choses qu'on connaît, qui ne sont pas graves, ce n'est pas la peine. Mais dès qu'il y a quelque chose qui vous paraît anormal, vous le notifiez. Je vous informe que depuis 2-3 ans, non seulement les médecins peuvent notifier quand ils ont une suspicion de quelque chose de préoccupant après une vaccination, mais vous pouvez le faire. Toute la population maintenant est invitée, quand elle suspecte un effet secondaire d'être causé par un vaccin, à le faire. Et donc tout le travail, c'est d'explorer, de regarder en permanence s'il y a quelque chose qui émerge. Est-ce qu'il y a tout d'un coup ce qu'on appelle, nous, un signal, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc ça, c'est la pharmacovigilance. Et dès qu'il y a un signal qui émerge, ça peut être le hasard, ça peut être effectivement quelque chose qui n'a rien à voir, mais ça peut être le vaccin. Et dans ce cas-là, on approfondit, on fait des études qu'on appelle des études de pharmacoépidémiologie. En gros, ça consiste à regarder est-ce que cet événement, on le trouve plus souvent chez les sujets vaccinés que chez les sujets non vaccinés, ce qui permet de faire la part entre le hasard et une relation de cause à effet entre le vaccin et cet effet secondaire. Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence des effets secondaires qui n'avaient pas été identifiés lors des essais cliniques, qui étaient rares, mais qui ont conduit à suspendre des vaccins. Le vaccin contre le rotavirus, par exemple, qui est la diarrhée du nourrisson, on l'a mis sur le marché dans plein de pays. Et bien maintenant, certains pays continuent à l'utiliser parce qu'ils trouvent que ce n'est pas suffisamment grave et que ça vaut quand même le coup, que la balance bénéfice-risque est quand même favorable. Nous, on considère que non. Donc on n'a jamais vacciné les nourrissons contre le rotavirus parce qu'on considère qu'un effet secondaire dont on sait aujourd'hui qu'il survient dans un cas, entre 1 et 6 enfants vaccinés sur 100 000 enfants vaccinés, on a dit que ça, ce n'est pas acceptable. Donc après, la balance bénéfice-risque, on m'a demandé tout à l'heure comment on l'a fait, c'est un peu d'arbitraire, c'est compliqué. Je prends l'exemple du rotavirus, on induit un phénomène qui s'appelle l'invagination intestinale aiguë, qui est une occlusion intestinale chez le petit bébé vacciné, dans un cas, disons, sur 100 000 vaccinés, mais on évite plusieurs milliers d'hospitalisations. Très peu de décès, parce qu'en France, on ne meurt pas de diarrhée, mais plusieurs milliers d'hospitalisations. Après, les pays en Europe ont pris des choix différents. Les pays ont dit, bah oui, on assume ce risque, ça vaut quand même le coup. Et donc, les Anglais vaccinent tous les bébés contre le rotavirus. Les Allemands font pareil. Nous, on a dit non. On est quand même un pays, c'est important que vous le sachiez, un des pays les moins vaccinateurs. On est un des pays les plus exigeants sur la balance bénéfice-risque. Les Allemands vaccinent contre la varicelle, les Italiens aussi, on a dit non. Tous les bébés. Tous les bébés. Les Anglais vaccinent contre le méningo B, d'où on a dit que ce vaccin n'est pas assez bon. Donc voilà, les Anglais vaccinent tous les enfants maintenant contre la grippe. Nous, on a dit pour l'instant, on ne s'y met pas. On n'est pas du tout un pays vaccinateur parce qu'on est extrêmement attentif, parce qu'aussi notre société est extrêmement exigeante et attentive, et donc on entend. Il va falloir qu'on s'arrête. On a déjà un peu dépassé le temps. Merci à tous d'avoir pris la parole, d'avoir joué le jeu de la discussion. Merci à vous, docteur Lévy-Bruhl. Je vous propose de conclure peut-être avec un dernier mot, une dernière idée, peut-être soit qu'on n'a pas évoqué, soit qui vous reste sur le bout de la langue par rapport notamment aux questions de la salle tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire que je comprends parfaitement les doutes. D'ailleurs, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et quelquefois j'y vais et je me dis, moi, s'il se trouve que je n'étais pas qui j'étais, c'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un qui travaille sur les vaccins, si je lisais tout ce que je lis sur les réseaux sociaux concernant la vaccination, je ne sais pas si j'aurais été faire vacciner mon gamin, sincèrement. Sincèrement, ça fout la trouille. Aujourd'hui, on est obligé. Mais ce que je veux dire, c'est en dehors de l'obligation qui est un pis-aller, sincèrement, voilà, il faut faire la part des choses. Les réseaux sociaux, tout le monde le dit maintenant, tous les médias le disent. C'est plein d'informations qui circulent dont l'essentiel ne sont pas validées. N'importe qui peut dire n'importe quoi dessus sans être embêté. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine d'essayer de prendre la distance, le recul. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, dans le contexte français, mais pas que français, d'avoir totalement confiance dans les experts, dans les gouvernements. Il y a eu tellement d'erreurs. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des scandales sanitaires, et donc je suis le premier à le reconnaître.
Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, sincèrement. Il se trouve que ça fait quand même 30 ans que je participe à toutes les décisions en matière de vaccination en France et à toute l'élaboration des calendriers vaccinales. En matière de vaccination en France, on a été les premiers, on a fait ça en silence. On n'en a jamais parlé. On a été les premiers, je crois, dans les comités d'experts, à se garder de tout conflit d'intérêts. Les firmes pharmaceutiques n'ont rien à voir dans la politique vaccinale. Rien. Je peux vous assurer que je suis bien placé pour vous dire, et d'ailleurs elles l'ont compris, elles n'essayent même plus de nous influencer. Elles ont essayé à une certaine époque, bien sûr, en nous invitant les gens à des dîners, à des congrès, etc. Tout ça, maintenant, c'est fini. Elles le savent, elles ont bien compris que ça pouvait même être contre-productif en termes d'image. Donc, il y a plein de choses qui vont mal. Il y a plein de décisions de santé publique qui sont prises sur des bases très, très discutables. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais en matière de vaccination, vous pouvez nous faire confiance. Voilà, il y a en France, comme dans beaucoup de pays, des gens consciencieux qui sont animés par, voilà, un peu comme moi, sincèrement. Moi, ce qui m'a animé, c'est voilà, un bébé qui meurt, c'est pas possible de voir mourir un bébé d'une infection qui peut être évitée par un vaccin. C'est pas possible. C'est inacceptable. C'est inacceptable dans le pays en développement et c'est encore plus inacceptable ici parce que ici, c'est un luxe qu'on se paye de ne pas vacciner nos enfants. Ils seraient bien contents, les pays en développement, d'avoir accès à tous les vaccins auxquels nous on a accès, auxquels ils n'ont pas accès. Et quelqueusement, quand ils nous regardent, ils disent... Et en plus, ils n'en veulent même pas, alors que nous, on en rêverait de protéger nos enfants et qu'ils ne meurent pas comme ils meurent. Vous voyez, donc c'est un luxe de pays riches de se dire « Oh oui, mais il y a un petit peu d'effets secondaires. » Oui, tant qu'on vit dans un pays où tous les autres enfants se vaccinent, on n'a pas de risque, c'est vrai. Mais si tout le monde se tenait ce raisonnement de dire moi j'arrête de vacciner parce que tous les autres enfants vont se vacciner donc me protéger, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Toutes ces maladies reviendraient et les enfants mourraient de diphtérie, de tétanos, de méningite à pneumocoque à méningocoque. Donc il faut faire confiance, c'est compliqué, j'entends bien. Aller sur le site Vaccination Faux Service, c'est fait par des gens qui n'ont aucun lien avec les industriels. Je peux vous dire qu'on a été extrêmement sévère dans nos critères de sélection. C'est des vrais scientifiques à qui on a demandé, et nous-mêmes on a contribué, d'écrire ces textes. Et voilà, allez-y, pas les yeux fermés. Un vaccin, c'est toujours un petit risque. Vous avez compris, mon discours, c'est pas dire les vaccins, c'est sans danger, tout ça c'est faux, il n'y a pas d'effets secondaires. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires des vaccins. Mais quand on pèse le risque d'effets secondaires avec le bénéfice en termes de drame évité, sincèrement, c'est incommensurablement en faveur du bénéfice. Et la vie et toute action dans la vie comporte un risque. Il me semble que l'obligation vaccinale est temporaire pour une période d'évaluation avant qu'elle devienne définitive. Combien de temps doit durer cette évaluation? Est-ce que vous le savez? Non, ce n'est pas tout à fait durant le temps de l'évaluation. Elle est temporaire jusqu'à ce que la confiance revienne. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, et c'est comme ça que la ministre l'a présenté, moi, ce n'est pas mon truc, en gros. Elle ne l'a pas dit comme ça, j'espère qu'elle me pardonnera de parler comme ça. Je n'avais pas envie de la rendre obligatoire. Parce que voilà, en tant que citoyenne, et moi je dis la même chose, en tant que citoyen, je n'avais pas envie de rendre des vaccins obligatoires. C'est quand même pas dans l'air du temps, sincèrement. C'est quand même un peu rétrograde. L'idée, c'est de dire, OK, on n'a pas le choix parce que notre rôle, ministre de la Santé, moi, épidémiologiste en charge des maladies de prévention vaccinale, c'est d'éviter des drames, c'est de faire en sorte que les enfants soient vaccinés et ne meurent pas de maladies évitables. Ça, c'est clair. Et donc, on a considéré qu'on n'avait pas le choix. Mais l'idée, c'est de travailler comme on le fait nous. Il y a eu des campagnes, vous avez peut-être vu à la télé, la campagne qu'on a faite, nous, à Santé publique France, sur la vaccination. Les sites, on a ouvert ce site grand public il y a 2 ans, on a ouvert un site pour les professionnels. Vous avez le droit d'y aller. C'est les mêmes choses avec beaucoup plus d'informations scientifiques, mais on a fait le choix de ne pas le fermer. Donc n'importe qui peut aller sur le site Vaccination Faux Service réservé aux professionnels de santé et vous allez avoir tout ce que vous voulez savoir sur la sclérose en plaques et la vaccination, les maladies auto-immunes, la mort subite du nourrisson et les vaccinations, la myofasciite à macrophages et les nourrissons et la vaccination. Donc tout ça, c'est expliqué avec des données, avec des références. Donc voilà, notre rôle, c'est de redonner confiance pour que un jour, on espère le plus proche possible, la population se dise ben oui, je vaccine mon enfant, je me vaccine, j'ai plus besoin qu'on me force parce que je sais que c'est la bonne décision à prendre. Voilà. Et tant que ça n'est pas acquis, eh bien, on préfère garder cette barrière contre les microbes qui est l'obligation vaccinale, ce garde-fou. Alors, bien sûr, le sujet n'est pas clos, il ne le sera jamais. On est obligé d'arrêter. Je joue mon rôle de maître du temps. Alors, nous espérons modestement que nos échanges auront alimenté votre réflexion, vous auront fait cheminer sur la vaccination.
sur sa portée aujourd'hui, demain, collectivement. Si vous voulez aller plus loin, donc, je vous invite à consulter les références bibliographiques qu'Émilie Lecoq, documentaliste au CNAM des Pays de la Loire, a préparé pour vous. Vous en avez quelques exemplaires à la sortie. Et puis sur le site internet du CNAM, vous retrouverez ces références. Et puis le site dont on vient de parler également. Merci à tous et bonne soirée.